Qui a tué mon père? Parce que ce livre parle, encore une fois, dans le thème de la journée, des ouvriers. Et c'est la raison pour laquelle on l'a choisi. On l'a lu et on s'est dit, c'est tellement vrai, là aussi. Lui, c'est pas le père qui parle, c'est son fils qui parle pour le père, mais avec une belle parole. On va commencer, donc c'est quelques petits extraits, on va vous lire ça, 3 personnes en 3 mois. Quand on lui demande ce que le mot racisme signifie pour elle, l'intellectuelle américaine Ruth Gilmore répond que le racisme est l'exposition de certaines populations à une mort prématurée. Cette définition fonctionne aussi pour la domination masculine, la haine de l'homosexualité ou des transgenres, la domination de classe, tous les phénomènes d'oppression sociale et politique. Si l'on considère la politique comme le gouvernement de vivants par d'autres vivants, et l'existence des individus à l'intérieur d'une communauté qu'ils n'ont pas choisie, alors la politique, c'est la distinction entre des populations à la vie soutenue, encouragée, protégée, et des populations exposées à la mort, à la persécution, au meurtre. Tu es né dans une famille de 6 ou 7 enfants. Ton père travaillait à l'usine. Ta mère ne travaillait pas. Il n'avait jamais connu autre chose que la pauvreté. Je n'ai presque rien d'autre à dire sur ton enfance. Ton père est parti quand tu avais 5 ans. C'est une histoire que je raconte beaucoup. Un matin, il est parti travailler à l'usine. Il n'est pas revenu le soir. Ta mère, ma grand-mère, me disait qu'elle l'avait attendu. Elle n'avait pu faire que ça, de toute façon, toute la première partie de sa vie, l'attendre. Je lui avais préparé à manger pour le soir. On l'a attendu comme d'habitude, mais il n'est jamais revenu, disait-elle. Ton père n'avait pas été le premier à avoir des problèmes d'alcool. L'alcool avait fait partie de ta vie avant ta naissance. Les histoires d'alcool se succédaient autour de nous. Les accidents de voiture, les chutes mortelles sur une plaque de verglas une nuit en rentrant d'un dîner trop alcoolisé. Les violences conjugales dictées par le vin et par le pastis. D'autres histoires encore. L'alcool remplissait la fonction de l'oubli. C'était le monde qui était responsable. Mais comment condamner le monde? Le monde qui imposait une vie que les gens autour de nous n'avaient pas d'autre choix qu'essayer d'oublier, avec l'alcool, par l'alcool. C'était oublier ou mourir, ou oublier et mourir. Oublier ou mourir, ou oublier et mourir, de l'acharnement à oublier. Je voudrais essayer de formuler quelque chose. Quand j'y pense aujourd'hui, j'ai le sentiment que ton existence a été, malgré toi, et justement contre toi, une existence négative. Tu n'as pas eu d'argent, tu n'as pas pu étudier, tu n'as pas pu voyager, tu n'as pas pu réaliser tes rêves. Il n'y a dans le langage presque que des négations pour exprimer ta vie. Ta vie prouve que nous ne sommes pas ce que nous faisons, mais qu'au contraire, nous sommes ce que nous n'avons pas fait, parce que le monde ou la société nous en a empêchés. Parce que ce que Didier Eribon appelle des verdicts se sont abattus sur nous, gays, trans, femmes, noirs, pauvres, et qui nous ont rendu certaines vies
certaines expériences, certains rêves inaccessibles. Tu as essayé d'être jeune pendant 5 ans. Quand tu es parti du lycée, seulement quelques jours après avoir commencé, tu as été embauché à l'usine du village. Mais tu n'es pas resté longtemps non plus, à peine quelques semaines. Tu ne voulais pas reproduire la vie de ton père et de ton grand-père avant toi. Ils avaient travaillé directement après l'enfance, à 14 ou 15 ans. Ils étaient passés sans transition de l'enfance à l'épuisement et à la préparation à la mort, sans avoir le droit aux quelques années d'oubli du monde et de la réalité que les autres appellent la jeunesse. C'est une formule un peu bête, les quelques années d'oubli que les autres appellent la jeunesse. Toi, pendant 5 ans, tu as lutté de toutes tes forces pour être jeune. Tu es parti vivre dans le sud de la France en te disant que là-bas, la vie serait plus belle, moins écrasante de par la présence du soleil. Tu as volé des mobylettes, tu as passé des nuits sans dormir, tu as bu le plus possible. Tu as vécu toutes ces expériences le plus intensément et le plus agressivement possible, à cause du sentiment que c'était quelque chose que tu volais. C'est ça, c'est là que je voulais en venir. Il y a ceux à qui la jeunesse est donnée, et ceux qui ne peuvent que s'acharner à la voler. Un jour, ça s'est arrêté. Je pense que c'est à cause de l'argent, mais il n'y a pas que ça. Tu as tout arrêté et tu es retourné dans le village où tu étais né, ou celui juste à côté, ce qui revient au même. Et tu t'es fait embaucher dans l'usine où toute ta famille avait travaillé avant toi. Peter Handke dit « Devant tous les événements, ma mère semblait être là, bouche ouverte. Toi, tu n'étais pas là. Tu n'avais même pas la bouche ouverte parce que tu avais perdu le luxe de l'étonnement et de l'épouvante. Plus rien n'était inattendu parce que tu n'attendais plus rien. Plus rien n'était violent puisque la violence, tu ne l'appelais pas violence, tu l'appelais la vie. Tu ne l'appelais pas, elle était là, elle était. Un ami m'a dit l'autre jour, parce que je lui parlais de toi, ton père ne voulait pas raconter son passé parce que ce passé lui rappelait qu'il aurait pu devenir quelqu'un d'autre et qu'il ne l'est pas devenu. Peut-être qu'il a raison. Les problèmes ont commencé dans l'usine où tu travaillais. Un après-midi, nous avons reçu un appel de l'usine pour nous prévenir qu'un poids était tombé sur toi. Ton dos était broyé, écrasé. On nous a dit que tu ne pourrais plus marcher pendant plusieurs années. Plus marcher. Les premières semaines, tu es resté complètement au lit, sans bouger. Tu ne savais plus parler, tu ne pouvais plus que crier. C'était la douleur. L'ennui a pris toute la place dans ta vie. Je te regardais et j'apprenais à voir que l'ennui est ce qui peut arriver de pire. Même dans les camps de concentration, on pouvait s'ennuyer. C'est étrange de le penser. Imre Kertész le dit, Charlotte Delbo le dit, même dans les camps de concentration, même avec la faim, la soif, la mort, l'agonie, pire que la mort, les crématoires, les chambres à gaz, les exécutions sommaires, les chiens toujours déjà prêts à vous déchiqueter les membres, le froid, la chaleur, la poussière qui entre dans la bouche, la langue qui durcit comme un morceau de béton à l'intérieur de la bouche privée d'eau, le cerveau
asséchés, qui se rétractent dans la boîte crânienne. Le travail encore, les puces, les poux, la gale, la diarrhée, la soif encore, malgré tout ça, et tout ce que je n'ai pas dit, il y avait encore de la place pour l'ennui. L'attente de l'événement, celui qui ne viendra pas, ou qui tarde trop à venir. En 2007, Nicolas Sarkozy mène une campagne contre les assistés et déclare « Le travailleur voit l'assisté s'en tirer mieux que lui pour boucler ses fins de mois sans rien faire. » Il te faisait comprendre que si tu ne travaillais pas, tu étais en trop dans le monde, un voleur, un surnuméraire, une bouche inutile, aurait dit Simone de Beauvoir. Il ne te connaît pas. Il n'a pas le droit de penser ça. Il ne te connaît pas. Ce genre d'humiliation venue des dominants te fait ployer le dos encore plus. Chez ceux qui ont tout, je n'ai jamais vu de famille aller voir la mer pour fêter une décision politique, parce que pour eux, la politique ne change presque rien. Je m'en suis rendu compte quand je suis allée vivre à Paris, loin de toi. Les dominants peuvent se plaindre d'un gouvernement de gauche, ils peuvent se plaindre d'un gouvernement de droite, mais un gouvernement ne leur cause jamais de problème de digestion. Un gouvernement ne leur broie jamais le dos. Un gouvernement ne les pousse jamais vers la mer. La politique ne change pas leur vie, ou si peu. Ça aussi, c'est étrange. C'est eux qui font la politique, alors que la politique n'a presque aucun effet sur leur vie. Pour les dominants, le plus souvent, la politique est une question esthétique, une manière de penser, une manière de voir, de construire sa personne. Pour nous, c'était vivre ou mourir. En août 2016, sous la présidence de François Hollande, Myriam El Khomri, la ministre du Travail, soutenue par le Premier ministre Manuel Valls, fait adopter la loi dite loi Travail. Cette loi facilite les licenciements et permet aux entreprises de faire travailler les salariés plusieurs heures de plus par semaine, en plus de ce qu'ils travaillent déjà. L'entreprise pour laquelle tu balayes les rues pouvait te demander de balayer encore plus, de te pencher encore plus longtemps chaque semaine. Ton état de santé aujourd'hui, tes difficultés à te déplacer, tes difficultés à respirer, ton incapacité à vivre sans l'assistance d'une machine viennent en grande partie d'une vie à faire des mouvements automatiques à l'usine, puis à te pencher 8 heures de suite tous les jours pour balayer les rues, pour balayer les ordures des autres. Hollande, Valls et El Khomri t'ont asphyxié. Pourquoi est-ce qu'on ne dit jamais ces noms ? 27 mai 2017. Dans une ville de France, 2 syndicalistes, ils portent tous les 2 un t-shirt, 2 hommes interpellent au milieu d'une rue le président français Emmanuel Macron. Ils sont en colère, leur manière de parler le fait comprendre, ils ont l'air de souffrir aussi. Emmanuel Macron leur répond, la voix pleine de mépris: « Vous n'allez pas me faire peur avec votre t-shirt.
La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Il renvoie ceux qui n'ont pas les moyens de se payer un costume à la honte, à l'inutilité, à la fainéantise. Il actualise la frontière violente entre les porteurs de costumes et les porteurs de t-shirts, les dominés et les dominants, ceux qui ont l'argent et ceux qui ne l'ont pas, ceux qui ont tout et ceux qui n'ont rien. Ce genre d'humiliation venue des dominants te fait ployer le dos encore plus. Août 2017. Le gouvernement d'Emmanuel Macron retire 5 € par mois aux Français les plus précaires. Il retient 5 € par mois sur les aides sociales qui permettent aux plus pauvres en France de se loger, de payer un loyer. Le même jour, ou presque, peu importe, il annonce une baisse des impôts pour les personnes les plus riches de France. Il pense que les pauvres sont trop riches, que les riches ne sont pas assez riches. Son gouvernement précise que 5 €, ce n'est rien. Ils ne savent pas. Ils prononcent ces phrases criminelles parce qu'ils ne savent pas. Emmanuel Macron t'enlève la nourriture de la bouche. Hollande, Valls, El Khomri, Hirsch, Sarkozy, Macron, Bertrand, Chirac. L'histoire de ta souffrance porte des noms. L'histoire de ta vie est l'histoire de ces personnes qui se sont succédées pour t'abattre. L'histoire de ton corps est l'histoire de ces noms qui se sont succédés pour le détruire. L'histoire de ton corps accuse l'histoire politique.